laisser la plume dans le monde et dans les cahiers du cinéma, voilà, pour dire les deux principaux. Mathieu, c'est un grand plaisir voilà, de te retrouver pour cette discussion, on va dire, autour de Rossellini. Mais il me semble aussi très important d'en discuter aussi, d'en parler, parce que pour moi, c'est une œuvre très importante dans l'histoire du cinéma, tout simplement pour le cinéma. Mais c'est aussi une œuvre complexe. Donc, je pense que voilà, c'est bien de pouvoir en parler, pour essayer d'en faire complètement le tour. Et bien sûr, je vous invite à participer à ces discussions. Je pense que c'est bien aussi que vous posiez des questions quand vous avez envie d'en poser, mais aussi faire part de réactions sur la réception des films, parce que là, on arrive quasiment à la fin de la rétro. Donc voilà, vous avez déjà pu en voir une très très grande partie. Et alors en fait, j'ai rien préparé. J'ai rien préparé. On a dit, voilà, on est sur le mode de la discussion. Et il y a, disons, deux possibilités. C'est soit on le prend comme on le prend habituellement, c'est-à-dire par période, on va dire la trilogie de la guerre, les films dits fascistes, trilogie de la ruine, le néo-réalisme, les Bergman films et la période didactique avec tout le travail qui est amorcé avec la télévision, mais qu'on retrouve également dans le cinéma. Soit on peut le prendre comme ça, le saucissonner de la sorte, soit j'ai jeté voilà, quelques thèmes comme ça qui sont récurrents et qui sont propres au cinéma de Rossellini. Je veux dire, c'est le côté catholique, le côté donc la révélation, le miracle, qui est quand même quelque chose qui est assez présent. La question de l'éducation, le côté didactique, la question de la technique aussi, qui est très importante, quoi, parce qu'il a un rapport très très particulier à la technique. Quand je dis la technique, c'est à la fois aussi le matériel véritablement, mais aussi le jeu avec les acteurs, la question de la mise en scène, la question du montage, montage, pas montage, ou dans quelles conditions, etc. etc. Alors quand même, j'ai pas pris Mathieu au dépourvu, c'est que avant de monter, quand même, je lui ai dit que je savais pas très bien entre les deux sur quoi partir, et donc on a convenu qu'on allait partir sur la première option, qu'on va prendre par période, et que ça nous permettra de pouvoir parler de toutes ces thématiques en sous-main. Ce qu'on peut peut-être commencer par dire, c'est peut-être en avant-propos, c'est l'importance de cette œuvre historiquement, qui est quand même décisive dans l'histoire du cinéma. C'est pas n'importe quoi l'apport de Rossellini, dans le sens où ses films à partir de 1945, à partir de Rome, ville ouverte, ce qui n'est pas son premier film, hein, il a tourné tout un tas d'œuvres avant, mais Rome, ville ouverte est un peu le coup d'envoi de ce qu'on appellera la modernité cinématographique. C'est-à-dire que le film est un vrai geste de rupture dans l'histoire de cinéma. Il rompt avec déjà ce qu'était le cinéma en Italie, le cinéma fasciste, dit des téléphones blancs, c'est-à-dire un cinéma assez coupé des réalités, plutôt des récits qui se déroulaient dans un cadre bourgeois, et on l'a appelé des téléphones blancs parce que ça désignait le mobilier qui était le mobilier bourgeois, quoi. Alors, on les reconnaissait aux téléphones blancs. Donc rupture avec ça, mais rupture aussi avec ce qui avait été le cinéma, le récit cinématographique dominant jusqu'alors, c'est-à-dire le récit classique en quelque sorte. Toute une organisation, toute une mise en scène qui allait vers la limpidité, la fluidité, la transparence, l'oubli comme ça de l'instance de réalisation, de l'appareil de réalisation qui était intégré au récit pour assurer comme ça une
une part romanesque et une part de rêve qui était très présente, qui a eu des moments sublimes. Hein, je critique pas du tout le classicisme, mais Rossellini intervient à ce moment-là comme c'est un grand coup de hache dans l'histoire du cinéma. Rome, ville ouverte et la trilogie qui s'ensuit, c'est-à-dire Paisa et Allemagne année zéro en 48, donc entre 43, on va dire, c'est le moment du début du tournage de Rome, ville ouverte, 43 et puis 48 Allemagne année zéro. C'est un moment décisif, modernité, mais aussi lancement en Italie d'une veine esthétique tout à fait importante aussi, d'un mouvement qui s'appelle le néoréalisme, qui a été théorisé comme le néoréalisme, et donc qui va s'étendre pendant quelques années, qui va avoir un vrai magistère intellectuel en Italie. C'est-à-dire que le néoréalisme va devenir, pour la presse de gauche dans l'ensemble, pour les intellectuels qui interviennent sur le cinéma, pour le milieu culturel, une sorte de dogme de création qui va dominer pendant quelques temps, hein, et qui va s'amenuiser. Ça va donner ce qu'on appelle le néoréalisme rose à partir du milieu des années 50, puis ça va dériver vers la comédie à l'italienne, mais il y a comme ça, voilà, on a dit un magistère du néoréalisme qui sera très important. Donc Rossellini, c'est une personnalité absolument cruciale là-dedans. Et il faut dire qu'il amène au cinéma quelque chose de tout à fait nouveau, qui est un sentiment de la réalité. On l'a beaucoup dit, mais avec Rome, ville ouverte, la caméra descend dans la rue. C'est un film qui n'est plus du cinéma de studio, qui est tourné en décor naturel, c'est-à-dire dans les appartements romains où on voit, et devant les immeubles romains où on voit encore la trace des balles de la résistance, etc., des affrontements qui ont lieu avec les Allemands. Il est tourné dans des conditions de prise directe sur l'actualité, c'est-à-dire au moment où Rome, ville ouverte est tournée, Rome est en train d'être libérée, elle ne l'est pas complètement, c'est en cours, et il y a comme ça suit presque directement les événements. Il y a une prise directe et un sentiment du direct aussi quand on voit les films. Donc comme ça, un espèce de surgissement de la réalité qui est tout à fait frappant. Rossellini va amener aussi quelque chose avec ce film et dans ses films suivants, qui est de travailler de mélanger des acteurs professionnels et des non professionnels. C'est aussi quelque chose d'assez inhabituel, il faut le dire. C'est quelque chose qu'il appelle l'amalgame lui-même, donc amalgamer comme ça différents acteurs avec pas du tout la même expérience pour essayer de trouver une sorte de voie médiane et d'accent de réalité. Et cette approche non formaliste, en prise avec les événements, en prise avec l'actualité, ça va avoir une influence considérable dans l'histoire du cinéma. Le réalisme devient une question tout à fait importante. Voilà, c'était en préambule. Non, c'est juste pour quand même pour resituer, parce que quand pour revenir, pour enfoncer le clou, si j'ai envie de dire, quand tu dis que c'est vraiment un coup de hache, ça l'est véritablement, parce que c'est toute la question du rapport au réel, ce qu'on appelle le réalisme, quand on appelle ça néo-réalisme, mais c'est vraiment parce qu'il y a une vraie rupture avec ce qu'on appelait le réalisme avant. Et le réalisme, c'est quelque part, c'est une question de représentation du réel, avec des codes. Et ce que l'on accepte comme étant réaliste n'est pas forcément dans la réalité des faits. Et là, lui, ce qu'il fait avec Rome, ville ouverte, c'est que vraiment, c'est ça, il va enregistrer des faits. Et il va enregistrer vraiment une ambiance, un état d'esprit, mais qui ne peut exister qu'à ce moment-là, qui ne peut pas être reproduit. Il y a vraiment quelque chose là qui est oui, de la magie du cinéma, enfin, ce que Bazin appelait le réalisme ontologique, quoi. C'est que vraiment là, il y a quelque chose qui va au-delà presque de la question de la mise en scène. Et la question de la mise en scène, à la fois, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout le travail de Rossellini, parce que il va pas se contenter du néo-réalisme, il va y avoir des ruptures, et qui est peut-être moins une question de mise en scène que de mise en condition. C'est-à-dire en fait de la mise en place du tournage, c'est presque la mise en condition pour pouvoir accueillir justement ces
ces faits, cette réalité des faits. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, nouveau. Parce que par exemple, si on compare avec quand on parle de réalisme, avec le réalisme poétique dans le cinéma français, hein, pour le coup, des années 30, oui, effectivement, c'était réaliste, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que le réalisme, comme on le concevait avant, c'était un réalisme d'abord social, qu'on pense au cinéma français des années 30, avec des personnages d'ouvriers joués par Gabin, qu'on pense aux films de la Warner des années 30, qui eux-mêmes parlent voilà, des gangsters, de tout ça. Réalisme d'une thématique sociale ou réalisme psychologique. Voilà, c'était un peu les grandes catégories. Mais avec Rossellini, le réalisme devient plastique et même événementiel en quelque sorte. C'est l'inscription de l'événement à l'intérieur du film. C'est-à-dire que la fiction se rapproche se rapproche énormément du documentaire. Les deux, voilà, entrent en tension, convergent. Ça ne veut pas dire que les films sont des documentaires, ou etc. Mais le fait de catégoriser n'a plus de sens. La fiction se nourrit de la réalité renvoie des choses à la fiction, etc. Ça ne veut pas dire non plus, comme on l'a beaucoup interprété, que Rossellini pose juste sa caméra et puis enregistre ce qui se passe, etc. Ça a été caricaturé dans ce sens-là. Or, c'est faux, ça n'est pas le cas. Il y a une esthétique de Rossellini. Elle est même tout à fait frappante. Il y a un art chez lui, une pratique, mais qui est branchée sur la réalité des choses et sur l'événement. Et puis, il y a aussi quelque chose de tout à fait novateur qu'on repère un peu dans la trilogie néo-réaliste. Mais l'enjeu est différent, il s'agissait d'être un peu en direct sur les événements de la guerre, de raconter la libération et les suites, comme ça on reviendra dessus peut-être après. Mais dans ce qui va s'amorcer après cette trilogie, notamment avec l'arrivée d'Ingrid Bergman dans son cinéma, parce qu'il va tourner 5 films avec Ingrid Bergman, qui quitte Hollywood pour le rejoindre, on reviendra peut-être dessus aussi. Mais ce qui s'amorce, c'est que le récit, tout à coup, chez Rossellini, ça n'est plus une suite de causes-conséquences ou des rapports psychologiques entre des individus, mais il va y avoir une sorte d'intériorité spirituelle qui va investir les personnages, et tout à coup, il ne s'agit plus de raconter une suite d'événements pour aller d'un point A à un point B, mais de prendre en compte la transformation spirituelle du personnage, d'être en phase aussi avec cette intériorité, cette subjectivité, qui va modifier en profondeur la façon de raconter. Tout à coup, voilà, les notions d'efficacité, de rapidité ne sont plus valables. C'est autre chose qui prend le relais. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la lenteur, etc. Mais il y a une question comme ça de peut-être faire attention à la part spirituelle des personnages, à des réalités intérieures qui ont d'autres rythmes, qui apparaissent autrement à l'écran. Donc c'est un apport considérable. C'est vraiment une transformation de fond qui est presque... Voilà, philosophique aussi, hein, la façon dont Rossellini change et transforme tout ça. Et ça commence justement avec cette trilogie néo-réaliste qui est comment dire, qui rompt avec cette idée du récit, me semble-t-il, dans le côté choral. En fait qu'il y a dans ces films. Surtout Païssa qui est vraiment, voilà, c'est quasiment un film à sketch, hein, et c'est un peu la même chose avec Rome ville ouverte, hein, finalement, où on va suivre des personnages qui se croisent ou qui se croisent pas, et puis qui disparaissent aussi, avec même cette chose qui est quand même assez incroyable. Cette scène de la mort d'Anna Magnani, que généralement on situe à la fin du film. C'est en plein milieu du film. C'est pas du tout à la fin. Et combien de fois j'ai entendu, et moi-même, hein, j'ai dit ah oui, la fin, de citer cette scène en disant oui, c'est la fin de Rome ville ouverte, et pas du tout. Et donc il y a vraiment ce côté où c'est pas tant le... Comment dire,
le personnage n'est pas tant au service du récit. Le personnage, il existe pour lui-même, en fait. Et quand il doit disparaître, eh ben, il disparaît, finalement. Ouais, c'est très très juste. Ça, c'est fort. C'est ce qui est très fort dans cette trilogie-là, c'est que on a l'impression que Rossellini nous raconte quelque chose. Ce sont des fictions, hein, évidemment. Oui. Alors on l'a dit, elles sont imprégnées de réalité, etc. Mais il introduit dans le fait de raconter la contingence. Le fait que, oui, un personnage peut mourir brutalement et ça n'a pas de cause et de but narratif. Ça arrive comme ça tombe comme ça la mort. C'est pas quelque chose qu'on va préparer pour que ça fasse un beau récit et une montée en tension. Etc. Non, c'est un coup de tonnerre, quoi. Ouais. Ça surprend tout le monde. Et puis après, les personnages doivent continuer. Et il y a et dans les 3 films, il y a cette idée de contingence. Alors dans Rome ville ouverte, c'est très frappant parce que Rome ville ouverte, Paisa, Allemagne année zéro, il y a un art de novelliste de Rossellini. Ce que j'appelle novelliste, c'est-à-dire que c'est des films qui sont très riches au niveau du romanesque. Encore une fois, on l'a caricaturé comme celui qui fait des récits vraiment très liminaires, enfin très épurés. Rossellini, c'est un peu quelqu'un qui se prend pas la tête à raconter des histoires, qui pose sa caméra, etc. Pas du tout. C'est très riche au niveau du romanesque. C'est des films qui sont écrits à plusieurs. Déjà, il faut dire que Rossellini, pour ces 3 films-là, a une équipe de scénaristes avec lesquels il va retravailler. Il participe notamment à un certain Federico Fellini et puis Aldo Fabrizi qui joue le rôle du prêtre dans Rome ville ouverte. Mais Rome ville ouverte, c'est une histoire de la résistance romaine à travers 3 personnages qui vont être plus ou moins mêlés à la résistance et qui vont être des martyrs de la résistance. C'est ça, Rome ville ouverte. Et ça mélange plein d'histoires entre adultes, enfants, partisans, non-partisans. Il y a aussi le quartier général nazi, etc. Mais Rossellini nous montre à quel point le tissu social est déchiré par l'occupation. Et à quel point tout ce qui était la solidarité italienne, du peuple italien, du peuple romain, est petit à petit rongé et décimé par cette situation qui est celle de l'occupation. Donc il y a quelque chose de très noir, de très pessimiste. Le film commence sur la marche des Allemands. Il se termine, je ne vous révèle rien pour ceux qui ne l'auraient pas vu, par la marche des enfants qui viennent d'assister à une exécution. Et il y a entre le plan du début et le plan de la fin un arc qui est tendu et qui est très pessimiste pour l'avenir. Ces enfants, avec ce qu'ils ont vu, quels citoyens italiens vont-ils devenir ? Voilà. Et donc... C'est possible. Alors je plaque pas une interprétation. Hein. Bien sûr, on peut le voir comme ça aussi. Oui, c'est une interprétation possible. En tout cas, il y a une notion de martyr pour les 3 personnages, le résistant, le prêtre et le personnage d'Anna Magnani. Voilà, et oui, tout à fait. Et Paisa, si on prend Paisa, pour le coup, c'est un film qui va raconter la résistance à travers l'Italie depuis le sud, en remontant comme ça, en suivant un peu la progression des troupes partisanes jusqu'aux affrontements dans la plaine du Pô, qui est la dernière séquence magnifique du film, mais qui est un récit fragmenté. On pourrait l'appeler film à sketch, puisque ça va être une mode très fréquente dans le cinéma italien, le film à sketch. Et ce n'est pas exactement le cas, c'est-à-dire que toutes les histoires se répondent, mais elles sont fragmentées. C'est-à-dire on ne peut pas dire une réalité historique en inventant une fausse continuité. Il faut assumer le côté brisé de l'histoire, qu'elle se fait simultanément, que quelque part tous ces personnages ne se connaissent pas, mais participent d'une cause commune. Et puis Allemagne année zéro, qui est peut-être le film le plus terrible et qui lui est un rapt de l'enfance en quelque sorte, hein, puisqu'on est à Berlin, dans les ruines de Berlin, après la défaite allemande, et on a encore une fois, Rossellini dresse le portrait d'une société malade qui se relève à peine du nazisme, mais le nazisme est encore là en quelque sorte. Hein. Il ne s'agit pas d'une défaite. Pour supprimer le nazisme, il structure encore la société, il est profondément énervé, et les promenades du jeune enfant qui est en quelque sorte le héros du film et qui circule entre toutes les couches de la société, parfois jusqu'à des choses très sombres, nous montrent comme ça un monde, une Europe qui ne se relèvera pas si facilement de ces totalitarismes, parce que justement ils sont plus historiques et plus profonds que ça. Donc il y a comme ça
un art à la fois historique, une pensée, et des films qui lancent la modernité cinématographique, mais qui sont une critique de la modernité historique, en tant que ce cinéma-là de Rossellini se fonde quand même sur un fait historique tout à fait énorme et significatif, qui est la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale qui est voilà, une rupture considérable, et c'est dans ces ruines-là que ce cinéma recommence. Voilà, pardon. Je voulais poser une question justement parce que vous parlez de trilogie. C'est vrai que le général de la Rovère, alors vous ne mettez pas dans cette période-là parce que vous parlez de ces trois films. Oui, tout à fait. Le général de la Rovère aussi, c'est sur la résistance. Oui, tout à fait. Dans quelle période de Rossellini? Mais il arrive plus tard. Ça arrive plus tard, c'est un film de 1960, mais... Il y a les, parce qu'en fait, il revient, il y a les... ouais. Tout à fait. Non, mais c'est très juste, il y a beaucoup de rapports, évidemment. Exactement. On peut le ramener, mais il arrive un peu plus tard. Mais il y a aussi, parce qu'il y a aussi c'est les évadés de la nuit. Les évadés de la nuit qui est aussi qui se passe aussi la même période, mais qui est un film beaucoup plus tardif, où là c'est un soviétique, un anglais et je crois qu'il y a un américain. Ils sont trois en fait qui sont cachés alors que Rome est occupée par les nazis à ce moment-là, qui aussi qui est un très très bon film aussi. Ouais. Mais si on prend en compte le général de la Rovere, les évadés de la nuit, ça nous dit à quel point cet événement de la Seconde Guerre mondiale et ses conclusions sont pour Rossellini absolument déterminantes. Cela fonde l'expérience moderne, l'expérience des individus occidentaux telle qu'elle va être modelée dans la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est ça qu'il faut bien voir là-dedans, je crois, et dans cette trilogie, comme dans les films qui suivront. Parce que même si vous prenez un film, par exemple, comme La Peur, qui fait partie des films qu'il a tourné avec Ingrid Bergman, c'est un film qui se passe en Allemagne, c'est adapté de Stefan Zweig, c'est l'histoire d'un adultère, une femme trompe son mari et elle a peur qu'il la repère, qu'il s'en rende compte, etc. Et elle ne le sait pas encore, elle est évidemment manipulée par tout un tas d'événements qu'on ne révélera pas. Mais il faut dire qu'elle travaille, elle est plus ou moins gérante d'une industrie pharmaceutique. Et tout le film est dans le décor de cette industrie où on fait des expériences sur des animaux, sur des cobayes, où les scientifiques ont une espèce de désaffection par rapport à ce qu'ils font. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils essaient juste de faire avancer la science comme ça. La vie animale, là, pour le coup. Voilà. Mais quelque part, il y a là-dedans, dans ce capitalisme bien installé et tout, et un peu désincarné, une continuité avec l'entreprise nazie. Les spectres du nazi. Ouais. Tout à fait. Mais tout ça pour dire que, voilà... Ça continue en quelque sorte. Et cette expérience-là, ces ruines de la Seconde Guerre mondiale, ont modelé quelque chose dont l'Europe ne se ressortira pas facilement. Vous prenez Europe 51, encore un Bergman movie, pour ainsi dire. C'est pareil, la grande bourgeoise que joue Ingrid Bergman, elle manifeste au début du film une maladie du regard. Elle n'arrive pas à voir la détresse de son propre fils, qui, ce n'est pas révélé grand-chose du film de dire qu'il se suicide, parce que ça arrive au début, c'est un peu l'argument du film. Voilà, donc, et ça va provoquer chez elle un bouleversement tel qu'elle va se rendre compte de sa propre inanité de bourgeoise, de la classe à laquelle elle appartient. Elle va être prise dans une espèce de mouvement de générosité, d'aide envers les classes défavorisées. Le film est beaucoup inspiré du parcours de Simone Weil. Et Bazin, écrivant sur le film, disait du personnage d'Ingrid Bergman que c'était une sorte de sainte laïque. Voilà, donc c'est assez intéressant, ça décrit bien le personnage. Mais surtout, la classe bourgeoise à laquelle elle appartenait va considérer sa générosité et ses démarches de philanthropie comme une folie qu'il va falloir juguler, et ils vont la mettre à l'asile, quoi. Donc il y a comme ça des restes de... En fait, on peut prendre le cinéma de Rossellini, comme je le disais tout à l'heure, comme une grande critique de la modernité. Et ça, c'est valable pour beaucoup de ses films. Alors, ouais, c'est à la fois, parce que là, comme tu parlais des Bergman films, critique de la modernité et
me semble-t-il, quand il entame ses films avec Ingrid Bergman, cette question en fait de la révélation, parce que comme tu disais, c'est finalement se révéler, le regard, et ça, en fait, ça commence avec Stromboli, hein, le premier film qu'ils font ensemble, et voilà, qui est un vrai film de la révélation, et en fait, sur toute cette série de films, revient toujours la question en fait de la révélation. C'est pareil avec Voyage en Italie ou avec La peur que tu évoquais, c'est-à-dire c'est le secret, le révéler, pas le révéler, qui sait pas. Il y a toute cette en fait toute cette question de la révélation. Et qui, me semble-t-il, est vraiment propre à cette partie-là, donc des Bergman films. On peut le retrouver aussi dans d'autres films. Hein. Tu parlais tout à l'heure du Général de la Rovere, c'est ça aussi. Hein. C'est la révélation, à un moment donné, d'un type qui est plutôt collabo, qui s'arrange un petit peu, et voilà, et qui va se révéler finalement résistant, même si c'est malgré lui, quoi, partisan, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, qui est moins présent dans la trilogie néo-réaliste, qui est à la fois, on est sur les ruines, et de ces ruines, il faut reconstruire, essayer de reconstruire quelque chose, mais quand même tout en étant critique, parce qu'on part de loin. Et ces ruines, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, faire table rase finalement de ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire pour inventer une nouvelle représentation, presque une nouvelle façon de regarder. Et cette nouvelle façon de regarder, on va la développer ensuite, qui est la question de révéler. Développer, révéler, c'est très photographique, hein, et cinématographique, tout ça. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de revenir en fait sur cette période Bergman film, et peut-être en commençant avec Stromboli, qui est quand même un film incroyable, au-delà de ce qu'il raconte, qui est quand même, tout à l'heure tu parlais de rapt de l'enfance, là c'est quand même le rapt d'Hollywood, si je puis dire. Donc de prendre Ingrid Bergman, star hollywoodienne, et pour la révéler finalement autrement au cinéma, peut-être presque lui révéler le cinéma, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose comme ça qui est assez incroyable avec ce film. C'est un événement comme il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire du cinéma, cette espèce de rencontre, ce partenariat artistique et amoureux, on peut dire, qui dure pas longtemps, ça dure 4 ans. Voilà, en tout cas, les films se déroulent sur 4 ans. Alors, bon, il y a la légende, hein, la légende qui a été attestée, c'est qu'elle écrit, elle voit Rome, ville ouverte, qui est projetée à New York, je crois. Et ça la bouleverse, Ingrid Bergman, qui est la grande star hollywoodienne, qui a joué dans les enchaînés de Hitchcock, qui est le glamour par excellence, une actrice formidable d'ailleurs, vraiment bouleversante dans la plupart des films où elle joue. Mais voilà, construite par Hollywood, fabriquée par cette énorme machine à stars que sont les studios hollywoodiens. Et elle, après avoir vu Rome, ville ouverte, être bouleversée, elle lui écrit une lettre. Bon, alors je suis incapable de citer mot par mot, mais elle dit voilà, si vous cherchez une actrice qui parle anglais, qui est à peine compréhensible en français et qui en italien ne sait dire que ti amo, appelez-moi, etc. Voilà, c'est une très belle lettre, c'est très émouvant. Ils se rencontrent à Londres. Voilà, elle venait faire la tournée des Amants du Capricorne, je crois. Et ils se rencontrent à Londres, et après ils tournent en 1950 Stromboli. Alors ils vont tourner sur les îles éoliennes, ils choisissent une première île, mais c'est impossible parce que le flot des paparazzis est tel qu'ils ne peuvent pas accéder au lieu de tournage. Donc ils se rabattent sur Stromboli, l'île volcanique, qui n'était pas le premier décor prévu au début. C'est un énorme scandale parce qu'ils sont tous les deux... Ils sont tous les deux mariés, elle aux États-Unis, lui en Italie. Donc voilà, commence entre eux une histoire. Voilà, on l'a dit, hein, c'est un partenariat artistique et amoureux, donc c'est totalement scandaleux. Alors,
qu'est-ce qui se passe dans le fait de faire venir une... et c'est même pas faire venir, c'est qu'elle vient. C'est elle qui vient. L'actrice hollywoodienne débarque en Italie dans des productions qui sont celles de Rossellini, qui sont un peu bricolées, qui sont des montages financiers assez abracadabrants, où il fait beaucoup de crédits, etc. Enfin, c'est une économie beaucoup plus restreinte. Il est tout le temps en train de chercher de l'argent, en fait, quoi. Il est tout le temps en train de chercher de l'argent, et puis il fonctionne avec 3 lires 6 sous, si je puis dire. Pardon, mais voilà, c'est vraiment des petits budgets, quoi. C'est un cinéma européen d'auteur, et elle débarque là-dedans. Et Rossellini, tout à coup, va... et c'est ce que dit Rivette à son sujet dans un très bel article, c'est qu'il dit que voilà, un bon film, c'est toujours le documentaire de son tournage en quelque sorte. Et avec Ingrid Bergman, se joue dans tous les films qu'elle tourne avec Rossellini, à commencer par Stromboli, quelque chose de cette actrice justement qui doit se défaire de son maquillage hollywoodien, de sa superbe. Il y a un décapage d'Ingrid Bergman auquel elle se prête complètement parce qu'elle n'est pas maquillée comme à Hollywood, elle n'a pas les mêmes costumes, etc. Elle doit rentrer dans une forme de réalité. C'est une forme de décapage de la grande actrice qui va s'opérer. Et d'ailleurs... c'est le portrait moral du personnage qui est souvent fait, que ce soit dans Stromboli, dans Europe 51, dans Voyage en Italie. C'est un portrait moral en quelque sorte. Souvent, la caméra de Rossellini va chercher le visage d'Ingrid Bergman, s'arrête sur lui, l'interroge, montre sa détresse, etc. Et à chaque film qui va tourner avec elle, j'exclus peut-être Jeanne au bûcher, qui est un peu particulier, qui est un film beaucoup plus théâtral, etc. Mais il s'agit de scruter une âme, de voir comment la personnalité de son personnage se transforme intérieurement, en allant chercher ça dans son visage, en guettant ses attitudes, etc. Stromboli, c'est très frappant parce que le film est d'abord une espèce de tour de Babel. Ça commence dans un camp de prisonniers à l'issue de la guerre, encore une fois. On est dans l'après-guerre, toujours. Et le phénomène, le fait historique des camps de prisonniers, c'est significatif pour Rossellini. Ça crée une nouvelle humanité, l'humanité qui sort des camps. Alors, c'est pas les camps de concentration, c'est un camp de prisonniers, d'accord, mais c'est quelque chose. Et le personnage d'Ingrid Bergman est une réfugiée lituanienne, je crois, si je me souviens bien, qui va se marier par opportunisme pour échapper à son internement. Et elle se marie avec un pêcheur pauvre de l'île de Stromboli. Et en débarquant là-bas, elle va découvrir une réalité brute, un roc basaltique, des mœurs primitives, etc., qui vont effrayer la jeune femme moderne qu'elle est et en recherche d'une opportunité pour s'échapper. Et très vite, elle va déchanter. Mais quelque part, il y a le motif qui va valoir pour tous les films de Rossellini avec Ingrid Bergman, c'est celui de l'épreuve. Mettre l'actrice à l'épreuve, mettre son personnage à l'épreuve de quelque chose, donc de cette réalité aride de l'île volcanique de Stromboli. Parce que dans cette épreuve, dans la souffrance, dans l'aridité des conditions, dans le néant peut-être que ça peut représenter pour elle, va se jouer quelque chose justement d'intérieur, mais comme tu le disais très justement, d'une révélation. Mais l'épreuve, c'est aussi une notion photographique. C'est exactement ça. Donc éprouver le personnage pour voir comment il se transforme intérieurement. Il y a même, en passant toutes les étapes de Stromboli, mais elle va commettre plein d'erreurs, elle va se fourvoyer, elle va tromper, mentir, jouer la comédie, etc. Il y a la fameuse scène qui est là pour le coup un mélange absolu, une fusion de fiction et documentaire, qui est celle de la pêche au thon, qui est très célèbre, où Rossellini filme une vraie pêche au thon dans les rites ancestraux tels que c'est fait dans les îles éoliennes à cette époque-là. Mais surtout, il y a la scène finale, encore une fois, je ne vais rien vous gâcher de l'histoire en vous le disant, où elle fait l'ascension du volcan pour essayer de passer sur l'autre versant et s'échapper. Mais cette ascension va lui révéler quelque chose, c'est-à-dire dans l'épreuve, et au bout de ses forces, elle va dire « Cette île, quelle horreur, quelle beauté !» Voilà, donc c'est très ambivalent, on a les deux versants, horreur, beauté, comment est-ce que ça peut se mêler. Il y a un très beau texte de Romer qui a écrit sur le film et qui dit qu'elle est touchée par la grâce à ce moment-là, c'est une forme de grâce, et
c'est pas faux parce que on pourrait opposer comme ça un peu artificiellement la modernité de Rossellini avec le fait que c'est quand même un cinéaste chrétien, enfin c'est un catholique romain quoi. Donc et il y a beaucoup chez lui de ces motifs-là. On parlait de martyr dans Rome ville ouverte, ça va de sainte laïque dans Europe 51, ici de la grâce dans Stromboli, mais on peut très bien parler de grâce aussi dans Voyage en Italie, puisque c'est l'histoire d'un couple désuni qui va se reformer sur le site de Stromboli, pas de Stromboli, mais de Pompéi. Merci beaucoup. Voilà, je fais des courts-circuits. Sur le site de Pompéi, face au corps conservé de vieux amants. Et donc il y a aussi une forme de grâce qui s'opère à l'intérieur du récit, puisque c'est un film du remariage en quelque sorte. Ce couple désuni va se rendre compte à quel point ils s'aiment et se reformer à ce moment-là. Moi, ce qui me fascine assez avec les Bergman films, et je trouve que Stromboli, à le revoir, je trouve que c'est quasiment une note d'intention, parce que la question du camp, puisque le film commence dans un camp, et effectivement, comme tu dis, de là va renaître une humanité, et en même temps, je me dis, c'est Ingrid Bergman. C'est la star hollywoodienne qui est dans un camp. Le camp, c'est quoi? C'est l'image, c'est le cinéma qui est prisonnier finalement par ses codes, quoi, par Hollywood, et elle-même va s'échapper. Enfin, je veux dire, c'est presque comme un reflet de la vie réelle, quoi. Elle, star hollywoodienne, qui prend contact avec ce cinéaste italien qui a fait 3 films néo-réalistes. Elle a été touchée, mais et en fait, voilà, ça, elle sort du camp, et en fait, il va lui révéler quelque part le cinéma. J'ai envie de dire, c'est comme si dans Stromboli, il mettait en place finalement ce que va être le rapport cinématographique qu'il va entretenir avec Ingrid Bergman. Et donc voilà, elle était dans un camp, elle était enfermée dans une imagerie qui est celle d'Hollywood. Elle a voulu en sortir, et maintenant par contre il va falloir qu'elle se coltine à autre chose pour comprendre vraiment ce qu'est le cinéma. Et en fait, ce qu'il lui promet, c'est du sang et des larmes, quoi, quelque part, quoi. C'est ça en fait, quoi. Et qui va développer vraiment dans tous les autres films. Et je trouve, je sais pas si vous avez vu aussi un peu les films, parce qu'on les a déjà passés, et si tu partages je sais pas, c'est pas une analyse, mais ce sentiment. Il y a quelque chose dans les Bergman films où il est plus question du personnage. Effectivement, le personnage est mis dans une situation où il doit se révéler à lui-même quelque part, et en même temps le dispositif finalement de Rossellini, cette caméra qui vient la scruter, qui vient vraiment chercher vraiment l'actrice derrière le personnage, mais même plus que l'actrice, la femme, quoi, l'âme. Et c'est assez troublant, parce que je trouve que c'est même presque cruel. Ouais. Quand tu évoquais tout à l'heure la peur, dans La Peur, où justement il y a tout ce décor de laboratoire, de recherche, et quand même on fait des expériences sur les animaux, notamment là sur un lapin, où ils font des expériences, réduire les battements du cœur jusqu'à presque la mort, essayer de le ressusciter, etc. Et des fois j'ai l'impression que c'est presque comme si Bergman était le lapin finalement de Rossellini. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la cruauté, et en même temps qui est magnifique, quoi. C'est très troublant. C'est vrai qu'elle est dans La Peur, en tout cas, qui est un film encore une fois esthétiquement un peu à part, parce que il est proche du film noir. Il retrouve comme ça des accents, des contrastes. Il y a un côté languien. Exactement, il y a un côté totalement languien, et le personnage d'Ingrid Bergman est l'objet d'une manipulation. Elle est elle-même le cobaye d'une expérience que mène 3 petits points. Non, si on prend Stromboli, Europe 51 et Voyage en Italie, typiquement, si on réunit ces 3-là,
on observe que au début des 3 films, le personnage d'Ingrid Bergman est une femme artificieuse. C'est-à-dire artificieuse, opportuniste, composée, insincère, c'est-à-dire un produit de la modernité. Un produit, même plus que de la modernité, un produit du XXe siècle. Voilà, elle a été fabriquée par ça. Alors, dans Europe 51, elle est lituanienne et elle a subi tous les déplacements de population des Balkans au XXe siècle, etc. Elle a été en Tchécoslovaquie. Et donc, elle est le produit de ça. Dans Europe 51 et dans Voyage en Italie, elle est un produit de la bourgeoisie. Voilà, de la bourgeoisie, c'est-à-dire de la bourgeoisie du XXe siècle, quoi. Mais elle a quelque chose d'artificiel, de faux. Et ça part comme un personnage faux, et qui va être rénové de fond en comble par le surgissement ou l'irruption de la réalité dans son quotidien, d'une forme de réalité. Alors dans Stromboli, c'est les conditions de vie des pêcheurs des îles éoliennes et le côté primitif de ce mode de vie qui est rude parce que les conditions sont telles qu'on ne peut pas vivre autrement. Dans Europe 51, elle est rénovée par la découverte. Alors, il y a le suicide de son enfant, bien sûr, et c'est pas rien pour Rossellini qui a perdu un fils. Il y a un fils qui est mort. Almagnane Zéro, qui parle de la mort d'un enfant, est dédié à ce fils décédé, etc. Donc c'est pas rien pour lui, c'est quelque chose de très constituant. Et bien dans Europe 51, elle est rénovée parce qu'elle voit la réalité sociale de l'Italie, les bidonvilles, les conditions de vie des pauvres gens, etc. Des quartiers populaires qui sont en béton, qui sont en train de sortir de terre, etc. Les gens entassés les uns sur les autres et tout. Elle voit ça. Elle va voir socialement ce que c'est que l'Italie d'après-guerre et la pauvreté terrible qui règne. Donc elle est rénovée par ça. Et je pourrais employer un vocabulaire religieux qui est la révélation. Ça, c'est clair. Et ça correspond totalement à Rossellini. On peut dire aussi rénové parce qu'il y a une transformation, il y a un renouvellement. C'est une question d'âme, quoi, hein, comme on l'a dit. Et puis, dans Voyage en Italie, c'est la beauté c'est l'art. Pour le coup. Alors ça, c'est très frappant. Hein. Ça va être la visite au musée... au musée de Naples, qui est une scène très belle où elle et lui se baladent entre les œuvres, etc. Tout à coup, la caméra de Rossellini est extrêmement sinueuse, caressante, elle tourne autour des sculptures, etc. C'est très sensuel. Il y a une esthétique rossellinienne, hein, encore une fois. C'est un cliché de dire que c'est pas parce qu'il est anti-formaliste ou non formaliste qu'il n'y a pas de forme. Hein. Au contraire, il y a une forme chez Rossellini. Elle est là, c'est un metteur en scène qui construit ses plans, etc. Et on le voit dans cette scène du musée de Voyage en Italie, qui est, comme tu dis, extrêmement sensuelle. Et puis ça va être la beauté. Tout à coup, ce couple bourgeois fatigué, blasé, où ils font plus vraiment attention l'un à l'autre, qu'est-ce qui va faire irruption dans leur quotidien? C'est cette beauté-là, beauté séculaire, beauté antique. La beauté antique, cette espèce de source qu'est l'Antiquité, et qui va, encore une fois, les rénover. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces films-là, c'est que quelque part, ils racontent presque tous la même histoire. La peur est un peu différent. Voilà, c'est une adaptation, c'est un film qui est encore plus cruel, je trouve. Mais oui, bien sûr, Rossellini mène des expériences. C'est un petit laborantin, quelque part, un grand laborantin. Mais voilà. Il l'avait fait aussi là, sur du coup un film précédent qui est assez incroyable. Et donc c'était avec Anna Magnani, c'est Amore, le sketch La voix humaine d'après Cocteau. Et là c'est pareil, quoi. Là c'est vraiment, là il la filme. Il y a un côté, il y a un petit côté quand même le lapin d'une expérience. Hein. Et et voilà, en plus c'est deux femmes qui sont très très importantes dans sa vie amoureuse et sa vie de cinéaste. Qui seront jalouses l'une de l'autre en plus, mais bon, ça c'est une autre histoire. On laisse ça aux tabloïds de l'époque. Mais oui, alors Amore, c'est génial parce que c'est un on l'a pas encore passé. Hein.
Ah bah alors allez-y, parce qu'en plus il y a un deuxième sketch qui est très bien aussi après Amore. Où on retrouve aussi le côté Cato. Exactement, ouais. Mais la voix humaine, c'est très beau parce que c'est Anna Magnani contre la caméra. C'est vraiment c'est un duel. C'est un duel, et il y a la caméra de Rossellini qui enregistre, qui est cette espèce de machine enregistreuse qui vole les apparences, qui capture, etc. Cette réalité débordante qui est l'actrice Anna Magnani, qui n'est pas n'importe quelle actrice, qui est quand même la romaine par excellence, explosive, volcanique, etc. Enfin, c'est vraiment une actrice géniale, sublime à regarder en plus. Enfin, vraiment. Et tu vois là, ce que je trouve d'assez. Alors là, c'est une question de caractère, parce que là, tu viens de parfaitement la décrire. Mais tu vois, avec Bergman, c'est là où j'ai l'impression plus de cruauté, dans le sens où tu as l'impression qu'elle. Et aussi, je trouve que ce qui fait ces films, ce qui les rend vraiment magnifiques, c'est que. Comment dire, c'est presque comme si elle était vraiment. Elle était presque victime finalement de ce regard en fait de la caméra. Elle est comme si elle était un petit peu, je veux dire, fragile, quoi, tu vois, et que c'est vraiment qui va aller chercher presque cette fragilité. Elle a l'air complètement, elle a l'air par moments démunie, en fait. Elle-même, elle le disait, hein, elle disait que c'était dur, en fait, de travailler avec lui, qu'elle savait pas ce qu'il voulait d'elle. Dans ses directions de jeu, etc. Et justement, elle parlait de Magnani, et qu'elle disait ils sont du même caractère, et voilà, ils se comprenaient, quoi. Elle disait même carrément ils sont la même race, quoi, en fait. Et quand tu vois dans ce sketch là, la voix humaine dans Amore, c'est un vrai duel. Parce que la Magnani, elle se laisse pas bouffer par la caméra, quoi. C'est vraiment, il y a un truc, c'est vraiment très très fort, quoi. Et là, on se dit, Rossellini, finalement, on se dit, c'est ça qu'il cherche. Il cherche cette vérité. Il cherche cette vérité derrière l'apparence. Et d'autant plus quand on travaille avec des actrices, hein, voilà, en l'occurrence, qui sont les acteurs, c'est la définition même de l'apparence, quoi, d'apparaître, de donner l'apparence d'eux, de faire comme si. Et comme, voilà, si vous l'allez chercher. Et l'une va se défendre, et l'autre en fait va accepter presque d'être vampirisé. Ouais, mais non, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, c'est très juste, parce que pour aller chercher une réalité de l'acteur, de l'actrice en l'occurrence, pour Rossellini, il faut aller gratter quelque chose, hein. Encore une fois, c'est la notion d'épreuve. Le réalisme ne se conquiert que dans l'épreuve. Bazin, écrivant sur Rossellini, l'affilie à un certain cinéma de la cruauté parce que filmer la réalité des choses, encore une fois, c'est pas juste poser la caméra, c'est les soumettre à ce qui les menace, à ce qui les... Voilà, c'est un combat, c'est filmer une lutte élémentaire, que ce soit avec les éléments dans La pêche au thon, que ce soit... Voilà, mais tourner une image, ça coûte quelque chose à la réalité. Il y a cette notion-là aussi chez Rossellini qui est extrêmement importante et qui apparaît avec Rome ville ouverte, qui aura plein de dénivelés par la suite. Mais évidemment... Est-ce que du coup c'est ça la modernité du cinéma? Est-ce que c'est là qu'elle se quand on dit que voilà que Rossellini amène le cinéma à la modernité? Est-ce que justement elle est c'est là dans ce rapport là, dans ce que Rivette disait, que tout film doit être le documentaire du film en train de se faire, quoi. Et parce que ça c'est quelque chose qu'on ressent mais vraiment dans tous les quasiment tous ces films. Ouais, je crois qu'elle est là. Ça c'est clair. Elle est aussi dans d'autres choses. C'est une vaste question, hein. Où est la modernité? Comment est-ce qu'on peut la caractériser? On pourrait faire toute une série de conférences de 3 heures. Surtout quand on en parle en 2021 et que là on parle on va dire un petit peu de la naissance de la modernité, de l'arrivée de la modernité quand on est dans les années 50. C'est quelque chose qui est lié à la deuxième moitié du XXe siècle, qui est historiquement la conscience occidentale telle qu'elle est sortie des camps de concentration et des ruines de la guerre. C'est indissociable de ça, on en a parlé. C'est aussi, on a dit un petit mot rapidement, mais c'est l'injection dans
l'esprit du film, dans l'esprit de tourner une fiction, de la contingence, du hasard, la réalité, c'est un tissu qui n'est jamais complet, qui est toujours troué quelque part, fragmenté, qu'on ne peut pas rassembler dans une continuité, une plénitude artificielle, qui était la chose du classicisme. Que ce soit en cinéma comme dans les beaux-arts, c'est toujours la même histoire en quelque sorte. La modernité, c'est admettre que les choses ne se donnent pas dans leur plus grande splendeur, mais qu'au contraire, elles sont fragmentées par bribes, qu'il faut les reconstruire, que la robe de la réalité est trouée, quoi, en quelque sorte. Hein. Il y a des accros, il y a des... Voilà, donc ça me semble participer aussi de la modernité de Rossellini. Mais ce qui est assez fascinant dans ce parcours, c'est aussi à quel point il est en révolution permanente. L'œuvre de Rossellini, elle recommence tous les 5 ans, quoi. C'est incroyable. On a parlé de... Alors, on n'a pas beaucoup parlé de ses débuts. On peut dire quelques mots. Il est né en 1906, né et mort à Rome. Il est né en 1906, il meurt en 1977. Donc, c'est un parcours qui traverse le XXe siècle, hein, qui lui est intimement attaché. Il tourne ses premiers courts-métrages dans les années 30, en 36-37. Et il commence à faire des films, il est assistant au début, il assiste d'autres réalisateurs, mais il est surtout un grand copain de Vittorio Mussolini, le fils du Duce, quoi, en quelque sorte, hein, qui a été critique de cinéma, qui écrivait sur le cinéma, qui avait une revue, et qui a été producteur, qui était très actif dans le milieu du cinéma, et qui a lancé même la Mostra de Venise. Hein, c'est le plus vieux cinéma qui a été lancé par le fils de Mussolini pendant les années de guerre. Oui, voilà, réaction, ouais. Exactement, au projet de Jean Zay. Ouais. On a oublié, voilà, exactement. Donc c'est intéressant de penser à ça, et d'autant plus qu'il tourne ses premiers longs métrages, ce qu'on appelle trilogie de la guerre ou trilogie fasciste, avec le navire blanc, etc., avec l'aide, le soutien de Vittorio Mussolini. Et on peut dire que c'est une rénovation énorme, un revirement total quand il fait Rome, ville ouverte. Là, c'est une façon de se réinventer et de se recréer. Pas tellement comme ce qu'on a pu appeler en France les résistants de la dernière heure, c'est pas ça. Il y a une profonde rupture aussi chez Rossellini, et il comprend quelque chose esthétiquement qui est en train de se jouer à ce moment-là, et c'est un cri de colère aussi, cette trilogie néo-réaliste. Donc il se recrée à ce moment-là. Il se recrée avec Ingrid Bergman, parce que l'arrivée de Bergman transforme aussi son cinéma de fond en comble, prend une dimension spirituelle qui était là en germe auparavant, mais voilà, exactement. Et puis, il va se renouveler encore par son voyage en Inde. Parce qu'en 1957, Rossellini fait un voyage en Inde qui, pour lui, est une révélation absolue. Alors là, pour le coup, il découvre quelque chose qui le frappe, qui le transforme profondément. Des mœurs, une philosophie de vie, l'hindouisme, etc., une conception de la vie et de la mort qui n'est pas du tout l'occidental, et qui pour lui est un contre-modèle d'ailleurs de la pensée occidentale, qu'il estime malade, ayant beaucoup de problèmes, se relevant difficilement, comme on l'a dit, des ruines, etc. Et en Inde, il est absolument fasciné. Il tourne une série de documentaires pour la télévision. Enfin, il tourne un peu partout, il se promène à Bombay, à Bénarès, dans le Rajasthan, etc. Il fait vraiment un tour de l'Inde très complet. Donc il ramène une série télévisée en 16 mm, et il y a un film en 35 mm qui est India Terre-Mer, qui est un film magnifique, qui encore une fois est un art de novelliste, puisqu'il y a plusieurs histoires, mais surtout qui va parler... Alors c'est absolument fascinant de voir ce film, parce que c'est un rapport aux animaux tout à coup, et aux vivants en général, qui surgit comme ça dans la pensée et dans l'esthétique de Rossellini, parce qu'il y a plusieurs histoires, mais il y a surtout celle des... Comment on les appelle, des cornacs avec leurs éléphants, le rapport des cornacs avec les éléphants, qui certes les font travailler la journée pour ramasser du bois, mais après les soignent, les lavent et tout, et c'est une espèce de rapport à l'animal qui est complètement incroyable. Il y a aussi l'aspect de la modernité de l'Inde avec la scène du grand barrage immense qu'un couple quitte et se dispute d'ailleurs en le quittant, parce que la crise du couple est un motif rossellinien qui a beaucoup de résonance dans sa propre vie. Et il y a un sketch final qui est totalement fascinant. Alors il y en a un autre avec le tigre, et puis il y a le parcours d'un singe. Voilà. Ouais. C'est le singe qui est le personnage principal. Il est laissé par son propriétaire, et puis il se faufile, il arrive dans une foire, etc.
dans un cirque. Et c'est totalement fascinant. L'animal devient le protagoniste du cinéma de Rossellini, et tout le film est comme ça consacré au rapport de l'humain au vivant, aux animaux. Enfin, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et qui modifie profondément sa conscience. Il revient, il tournera encore quelques films pour le cinéma, dont Général della Rovere et Les Évadés de la nuit, mais très vite, Rossellini, et je vois qu'on touche au bout. On a encore une demi-heure. D'accord, bon, très bien, super. Il va se mettre à faire des films pédagogiques. C'est-à-dire que pour lui, en 1960, le cinéma, c'est fini. Ça n'a plus de sens. C'est la télévision qui est apparue, qui s'est répandue dans tous les foyers et qui devient quelque chose pour lui, l'outil numéro 1 et un outil d'éducation populaire. Il y croit profondément. Et c'est-à-dire qu'il a à ce moment-là cette hypothèse que la télévision peut amener le savoir, la culture dans les foyers, et que les cinéastes sont là pour ça en fait. Les cinéastes sont surtout des téléastes, en tout cas devraient l'être, et devraient œuvrer à répandre les grandes heures de la culture occidentale et de la culture mondiale même à la télévision. Donc il va tourner des films pédagogiques. Oui, parce que là son idée c'est en fait on ne doit pas faire de l'art. On doit partager le savoir, faire passer éduquer. Le savoir. Quoi. Ouais, éduquer. Il y a un truc vraiment d'éducateur, au sens où Nietzsche disait de Schopenhauer, c'est un Schopenhauer éducateur, c'est un texte de Nietzsche assez connu. C'est un éducateur, quoi. Il doit éduquer et abandonner toute velléité artistique, esthétique, qui devient pour lui, il se radicalise parce que il a prôné l'art quand même auparavant, mais il se radicalise, il estime que on doit se débarrasser de ça et tout miser sur la pédagogie. Donc il va faire des films assez étonnants, dont certains sont très beaux. Un Blaise Pascal qui est formidable. Avec Pierre Arditi, il va faire un film sur Descartes, il va faire Socrate en 70 aussi, l'histoire de Socrate. Donc il prend des grands personnages comme ça de la culture mondiale et des grandes aussi des grandes idées ou des grandes périodes de l'humanité, comme de Médicis, etc. Et sa façon de filmer, à la fois s'assèche, il y a comme ça une espèce de tentative d'atteindre l'objectivité totale, ce qui est évidemment un fantasme, il faut bien le dire. Et surtout un investissement du zoom. Le zoom va devenir chez Rossellini l'outil numéro 1. Il fait des zooms avant, des zooms arrière. Ce qui fait que certains des films de cette période, s'il y en a des très beaux, certains sont un petit peu plus difficiles à voir parce qu'il y a vraiment une esthétique télé années 70 qui est devenu un peu raide aujourd'hui, je pense, à toute la série sur la lutte de l'homme pour sa survie. Voilà, qui est vraiment, là, pour le coup, une émission de télé. D'ailleurs, il y a même Rossellini qui intervient, qui parle devant la caméra pour dire... pour présenter, il dit, vous allez voir l'âge de pierre, comment ça se passait, et tout. Il fait un petit exposé comme ça. C'est pas lui qui les réalisé, en fait. Il les a produits, écrits, oui, mais c'est Renzo. C'est son fils, Renzo Rossellini, qui a... Il co-signe. Et c'était pareil pour sa série sur l'Inde. Chaque épisode était introduit par lui comme une sorte de présentateur télé qui parle devant la caméra. Donc il y a un projet pour Rossellini, c'est qu'il croit en la télévision. Évidemment, l'avenir lui donnera tort. C'est clair que historiquement, la télévision n'a pas du tout été cet outil d'émancipation qu'il a rêvé. On sait très bien que son rêve était plausible et que ça aurait pu être ça s'il y avait eu une volonté politique, s'il n'y avait pas eu la démission des pouvoirs publics, oui, et puis la privatisation de la télévision. C'est grosso modo, c'est ça. Parce que entre le projet de Rossellini et Berlusconi, il y a quand même une antithèse absolue c'est incroyable. Mais il pressent quand même que ça va être... Et l'Italie, c'est toujours un laboratoire des formes à venir, en quelque sorte. C'est marrant à quel point ce pays a toujours joué esthétiquement. Ça a toujours été la pointe de ce qui allait se passer. C'est en Italie qu'on expérimente les formes visuelles, les formes graphiques, etc. C'est vraiment un pays innovateur et vraiment un laboratoire européen pour ça, et occidental même. Qui a beaucoup de liens avec les États-Unis d'ailleurs sur ce plan-là qu'il faudrait retracer. Mais Rossellini voit ça et il a cet espoir fou. Mais en même temps, il se noie dans un fantasme d'objectivité
qui fait qu'il enchaîne comme ça des émissions les unes après les autres, où ça devient une sorte de théâtre de plateau télé. Et il y a des trucs qui sont, en tout cas dans les dernières choses qu'il a filmées, qui sont difficilement regardables. Et il va revenir dans les années 70 pour ses derniers films, un peu au cinéma, avec Le Messie par exemple, film comme ça qui garde une trace quand même de l'apport du zoom, de ce désir d'objectivité. Et le dernier film qu'on lui... Qui y a aussi Vive l'Italie, aussi, qui sont des films qui reviennent sur l'histoire du pays, un peu dans cette forme. Alors, c'est pas aussi sec, effectivement, que ce qu'il a fait pour la télévision, mais il y a quand même ce côté didactique quand même là qui ressort, quoi, vraiment de partager une connaissance, quoi. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour lui, quoi. L'émancipation de l'homme doit passer par la connaissance, quoi. C'est la connaissance qui libère, qui doit nous libérer. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Non, c'est très juste. Et il y a quelque chose de très beau et je trouve de très émouvant dans ce parcours d'artiste qui consiste en étant passé par plusieurs révolutions personnelles et esthétiques, par nier quelque part, enfin, en tout cas essayer d'enfouir complètement sa vanité, d'enfouir et de nier comme ça, même je dirais son prestige d'artiste, jusqu'à gommer son nom, sa signature, de dire un film ne doit pas avoir de signature, ne doit pas être assimilé à un auteur, il ne doit pas y avoir de griffe ou de style reconnaissable. Et il va chercher ce non-style, il va chercher cette... qui n'est pas sans beauté d'ailleurs, paradoxalement. On peut dire que quelque part, il y a une esthétique du neutre chez Rossellini, enfin de la tentative de neutraliser comme ça la forme, qui est assez belle dans son feuilleton sur Côme de Médicis, etc. On est presque entre Les Rois maudits et une pièce brechtienne. Enfin, il y a un truc... c'est à cheval entre les deux, quoi. Et c'est assez fascinant de voir mais cette... même, tu vois, comme la prise du pouvoir de Louis XIV, qui est quand même un film... Tu sens ce côté un petit peu téléfilm, ou comme de série qu'on peut voir. Mais en même temps, il y a un travail sur le mouvement, quand même, qui est alors à la fois les mouvements de caméra et en fait où il vient tout le temps, on a des plans qui sont des plans séquences où en fait on vient recadrer, donc on vient refaire des plans à l'intérieur du mouvement. C'est quand même assez chiadé, hein, même si ça paraît sec. Et c'est vraiment pas gratuit, quoi. Pour le coup, c'est ça en fait, quoi. C'est que les mouvements, on n'est pas, voilà, c'est pas du De Palma, quoi. On fait ça, chaque mouvement veut dire quelque chose, quoi. C'est pas pour rien. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que, et c'est tout le paradoxe, c'est que supprimer la forme en apparence, elle revient par le mouvement de zoom qui signifie quelque chose, qui n'intervient pas à n'importe quel moment. Elle revient par la scénographie, parce que mine de rien, la prise du pouvoir par Louis XIV, c'est une organisation dans le plan des personnages, des mouvements, des allées et venues, etc. Le passage dans la continuité du plan, du visage à la scène, parce qu'il fait beaucoup ça, ou de la scène au détail du visage, c'est-à-dire du détail du général au particulier, en quelque sorte. Et de vouloir justement miser sur la continuité du plan, ne pas trop couper, c'est quelque chose qui traverse toute son œuvre, hein, de la télé, même on peut remonter jusqu'au premier film. Rossellini, il y a une interview assez célèbre où il dit les choses sont là, pourquoi les manipuler, qui est un peu sa théorie du montage. C'est-à-dire inutile de surdécouper, inutile de morceler l'action. Pensez à un point de vue unique, essayez de filmer les choses en continuité, ne manipulez pas, les choses sont là, voilà, laissez-les advenir et tout. Voilà, c'est ça, en quelque sorte sa théorie du montage. Mais c'est vrai que je dénigre pas du tout cette période télé, elle est en bien des points passionnante. Et c'est vrai que la forme réapparaît sous plusieurs formes, sous d'autres formes. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu difficiles à regarder. Je suis entièrement d'accord, hein. C'est pour ça qu'on montre, on montre la prise du pouvoir, mais voilà, on montre pas tout non plus, parce que c'est un peu, vraiment, voilà, quand on est dedans, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu aride par moments. C'est la caméra explore le temps, quoi. Et c'est un peu ça.
Et il y a des super beaux trucs dans La caméra explore le temps. Encore une fois, je ne dénigre pas, c'est Stelio Lorenzi, feuilleton. Il y a des épisodes extraordinaires, mais il y a aussi une routine, il y a aussi un côté routinier un peu de la production à la chaîne, parce qu'à un moment, il tournait que ça, Rossellini, et c'était vraiment c'était un job de fonctionnaire presque à la RAI, où il était tout le temps sur les plateaux et il enchaînait les trucs. Donc bon, mais c'est une aventure. Enfin, pour un parcours d'artiste, c'est quand même assez saisissant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand on considère son tout dernier film, qui est un documentaire. Là, pour le coup, il a réalisé un pur documentaire qui est sur le Centre Pompidou, la construction du Centre Pompidou. Qu'on montrera mercredi prochain. Alors ça, il ne faut pas le rater, c'est extrêmement rare. Ouais. C'est ouais. Et alors du coup, juste pardon, je fais l'aparté, mais parce que on montrera le film, mais on montrera également en fait les rushs parce que Jacques Grand-Claude, qui a produit ce dernier film de Rossellini, l'a filmé au travail en fait. C'est une sorte de making of. Alors je vous dis tout de suite, le film de Rossellini doit faire 1 heure. Il y a 2 heures de rush, mais on voit Rossellini en train de travailler. On le voit en train de travailler, justement de travailler les plans, de préparer les plans, et on le voit travailler le fameux zoom, parce qu'en fait il avait créé un zoom télécommande, une télécommande en fait. Il a une télécommande. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas de combo à l'époque, hein, donc il n'a pas de retour. Donc il cale le mouvement, et il cale déjà les objectifs, quels objectifs ils sont, et lui-même, en fonction du mouvement, en fait, il va zoomer. Et c'est incroyable. Le film est vraiment très très fort sur le Centre Georges Pompidou. Et de le voir, de voir comment il travaille, c'est assez vertigineux. Ouais. C'est un grand maître à l'œuvre, et on a ses gestes, sa conception des choses, et ce boîtier zoom, c'est totalement fascinant. C'est incroyable. Hein. Il a son opérateur, mais il dirige lui-même le boîtier. Il a sa main dessus, et c'est vraiment les gestes du peintre, quoi. Qui dit plus près de ça, plus loin, on s'approche, on s'éloigne. Enfin, il y a quelque chose d'absolument fascinant dans cette archive, c'est vrai. Et ce qui est hallucinant, c'est que quand on voit ça, quand on voit le film, c'est, je sais pas, c'est tout naturel. On se pose même pas la question, quoi, tellement on est emporté vraiment dans le mouvement, parce que c'est une déambulation avec donc après avec le son, hein, c'est l'ouverture du Centre Georges Pompidou. Il y a le public qui est là, donc qui commente les œuvres. Encore une fois, tout à l'heure on parlait aussi de scandale, de rupture. Le Centre Georges Pompidou, ça a été aussi ça a été une grosse polémique. Aujourd'hui c'est bien reconnu, mais à l'époque ça posait énormément de débats, et de se dire tiens, mais Rossellini il est là encore à ce moment-là sur quelque chose qui va poser question, et en même temps qui ouvre de nouveau sur une autre forme de modernité, et comment il le saisit, c'est modernité architecturale. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, on voit à la fois le geste de l'artiste grâce au rush, et en même temps, quand on voit son film sur le Centre Pompidou, ce geste de l'artiste consiste presque à s'effacer, à ce qu'on ne se rende pas compte. Voilà, et quelque part, c'est ça aussi qui est très moderne, je trouve. Et c'est pas du tout la transparence classique qui était un beau tissu comme ça, très bien fait, cousu main de plans entre eux. C'est très différent. C'est presque ce qui va être théorisé plus tard par Barthes, Foucault, par la mort de l'auteur, en quelque sorte. Ouais. C'est qu'il faut gommer l'auteur, quoi. Et quelque part, Rossellini a été très radical là-dedans dans sa période télé, dans ce dernier documentaire. C'est que tout son geste consiste à se faire disparaître au profit de ce qu'il filme, de la réalité qu'il essaye de faire émerger, ou du savoir éducatif, du contenu éducatif qu'il essaye de mettre en œuvre, ou de transmettre aux spectateurs. Et là, c'est une façon presque de biffer sa signature. Je ne signe pas, je ne veux pas être reconnaissable, je ne suis pas un produit, en quelque sorte. Il se rend bien compte aussi à quel point la théorie de l'auteur
va donner un marché des auteurs quelques temps plus tard. Et il ne veut pas participer à ça. Il est très très opposé à ça, même s'il a été évidemment une figure tutélaire pour tous les gens de la nouvelle vague, quoi, tous les jeunes Turcs des cahiers de l'époque qui ont vu en lui un auteur par excellence. Donc c'est assez paradoxal ce mouvement de l'histoire, ce parcours artistique qui en passe par plein de revirements et tout, Mais tu sais, sur ce côté paradoxal, il y a un film dont on n'a pas parlé, parce que c'est un film en fait dont on ne parle jamais de Rossellini, qui est La machine à tuer les méchants. Et La machine à tuer les méchants, je ne sais plus si on l'a déjà passé ou pas. Il est passé, voilà. Et qui est un film hallucinant parce qu'on est plutôt dans l'ordre de la comédie, hein, voilà, tu vois. Donc c'est vrai que Rossellini, comédie, c'est pas forcément l'association première à laquelle on pense. Et c'est un film, je trouve, qui est assez moi qui me travaille, qui m'interroge, parce que de la même manière que tout à l'heure je disais par rapport à Stromboli, j'y vois vraiment comme une sorte de note d'intention, donc on va dire de la star hollywoodienne, de l'actrice qui est prisonnière et donc qui va se libérer et qu'on va révéler. Là, dans la machine à tuer les méchants, c'est dans un petit village. Je vous raconte pas tout, mais juste c'est un photographe, et le photographe dans le village, et en fait va lui être révélé que il peut avoir droit de vie et de mort sur ses contemporains en prenant en photo une photo d'une personne. C'est-à-dire que voilà, si j'ai une photo de quelqu'un, je le prends en photo, je prends en photo cette photo, et la personne, elle disparaît, quoi. Que ce soit un humain ou un animal, on va dire. Et en fait, ce type qui a ce pouvoir-là, c'est-à-dire le pouvoir de l'image, en fait, c'est quelqu'un aussi qui a une conscience. Et tout le film et toute la comédie, qui est une comédie noire quand même, c'est que ce pouvoir de l'image, je vais l'utiliser pour faire ce qui est juste, ce qui me semble être juste. Et plus je veux être juste, et plus je me rate. Et c'est quand même assez incroyable, parce que là c'est pareil, on a une métaphore finalement de l'artiste et du rapport au cinéma. Et moi c'est un film qui me trouble assez, quoi, parce que je me dis finalement à ce moment-là, mais le film il est pas, c'est un film des années 50, hein. C'est un film qui est assez 52, je crois. 52, donc c'est quand il commence les Bergman films, hein, donc on est encore tôt en fait dans. Et déjà, il y a cette idée que, oui, par le cinéma, je peux amener une idée de justice. Et en même temps, je me fourvoie à penser cela, parce qu'en fait, ça peut pas marcher, quoi. Ça ne peut pas marcher, parce que l'humain est beaucoup plus complexe, quoi. Et moi, je trouve ce film assez redoutable, et ça rend toute la complexité finalement de Rossellini, où on se dit cet homme avait une idée, et en même temps la conscience que peut-être ça ne pouvait pas marcher, et en même temps il n'a pas lâché, parce que quand il arrive justement sur cette période de télévision où il se radicalise à essayer de s'effacer, etc., et d'être dans l'idée qu'il faut amener le savoir, il faut le partager, mais surtout pas l'inculquer. C'est-à-dire, voilà, il faut toujours laisser les interstices pour que le spectateur de lui-même fasse en fait le travail. C'est une vraie idée de maïeutique, hein, vraiment. Ouais. Non, mais c'est fascinant, parce que ce film qui pourrait passer pour mineur, La machine à tuer les méchants, c'est comme tu le dis, c'est une théorie de l'image. Mais tout le cinéma de Rossellini est comme ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il c'est une réflexion sur les possibles, le rôle de l'image, sa puissance, sa positivité, sa négativité, à la fois le fait que la civilisation occidentale est une civilisation d'image, et il y a toute une iconographie qui va dans ce sens-là chez Rossellini, mais aussi que l'image est en train d'avoir un pouvoir délirant, qu'elle est en train de régner et de tout embarquer avec elle, et que ça va être un des prochains dangers, etc. Enfin, c'est assez fou, quoi, hein. Il y a vraiment tout ça. L'image tue dans la machine à tuer les méchants. C'est encore une fois
c'est la notion de réalisme encore, c'est-à-dire ça vole quelque chose d'image. C'est un rapt, on disait rapt tout à l'heure, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et oui, et ça suffit pas à faire la justice. Enfin, et en plus, le ton comique, c'est assez inhabituel chez Rossellini. Raison supplémentaire pour voir ce film. Et voilà, c'est un petit bijou comme ça, un peu ignoré généralement dans sa filmographie. Mais c'est marrant parce que il y a Jacques Rivette, à l'époque où il était critique au Cahier du cinéma, il a écrit un texte qu'il a rendu célèbre, c'est sa lettre à Rossellini, une espèce de déclaration d'amour. C'est magnifique, c'est un texte vraiment qu'il faut relire tellement c'est beau. Et à un moment, il parle de Voyage en Italie et il dit qu'avec ce film-là, Rossellini invente le direct, qui a un sentiment de direct dans les images qu'il n'y a pas dans les fictions ordinaires, quoi, où on sent tellement la composition, etc., que voilà, la fabrication se fait sentir. Mais là, on a l'impression que c'est des prises directes. Et c'est comme si le film anticipe... il n'anticipe pas vraiment parce qu'il est de 54 et que la télévision existe déjà, mais elle n'est pas généralisée dans tous les foyers. Mais il entrevoit des apports de la télévision qui est le direct, le plateau, l'image, les micro-trottoirs, que sais-je, etc. Enfin, toute l'esthétique qui sera celle de la télé par la suite, parce que la télé va apporter des choses que le cinéma ne faisait pas forcément. Rossellini les a anticipées. C'est présent, il y a cette sensation-là qui est très liée à une civilisation de l'image, des télécommunications, qui est en train de répandre son réseau, d'étendre son empire, et qui façonne aussi les âmes, les personnalités, etc. Et voilà, donc c'est pour ça, traverser le cinéma de Rossellini, c'est à la fois avoir une coupe très précise du moment où il tourne les films, avec comme ça un sentiment de l'actualité qui est très fort, et aussi une espèce de frise du 20e, enfin de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis si on plonge vraiment dans ces films télé, là on a toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est pour ça, c'est un artiste absolument fascinant, quoi. Un cinéaste. Ouais, c'était. Ouais. Bah, oui. Ouais. C'est la télévision publique, quoi. C'est-à-dire que non, il y a plutôt une ambition à la Rai. Ce qui a pas, vous savez, c'est une chaîne, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses très bien, il y a eu des choses qui ont sacrifié beaucoup. Voilà. Mais il a tourné pendant presque 15 ans des films de télévision. Oui, c'était pour la télé française. Ouais, il y a aussi toute une histoire de coproduction franco-italienne. Enfin, il y avait beaucoup d'échanges entre les deux pays, hein, qui se prêtaient des équipes, des acteurs, certains allaient tourner ici, allaient tourner là. Bon, ça c'est une histoire assez complexe. Mais à l'époque quand même, la télévision était aussi comment dire, c'était pas la même qu'aujourd'hui. C'est pas la même qu'aujourd'hui, hein, quand même, quoi. C'était un endroit où on faisait beaucoup de choses. C'était un lieu quand même assez créatif, hein. En France, on en reparlera dans quelques mois quand on fera notre programmation avec l'INA et le service de recherche, où quand même la télévision française a produit que ce soit des émissions vraiment de télé ou des films de cinéastes de cinéma, enfin Marguerite Duras, Godard, et j'en passe. Il y a même, tout à l'heure on parlait de Romer. Romer, moi j'ai vu une émission de Romer dans les années 70, je crois que ça date de 75 en fait, qui est une émission sur l'urbanisme, où il interviewe alors il n'est pas tout seul, mais quand même voilà, comme Rossellini présentait, lui en fait il présente une émission qui est consacrée à l'urbanisme et avec des architectes, etc. Et c'est fascinant, hein. Il y avait des choses extraordinaires. Parce que la télévision, elle se développe dans les années 50, dans l'après-guerre. Elle est d'abord gérée, encadrée, confiée pour les unités de programme. Il y a des unités de programme, que ce soit en France ou en Italie, à des cadres qui, pour beaucoup,
ont eu des rôles politiques dans la résistance ou dans la reconstruction d'après la guerre, etc. Donc la télé en Europe se fonde en partie, hein, parce que le verre était aussi dans le fruit dès le départ, mais on va dire qu'il y a un rôle social de la télé. Il y a un but d'éducation populaire qui est présent dans pas mal de programmes. Il y a cette conscience-là. Et c'est ce que repère Rossellini. Il y a une forme d'utopie dans la façon dont Rossellini considère la télévision, une forme d'utopie comme ça. Et c'était l'époque de la télévision d'État qui avait ses défauts, alors que ce soit l'ORTF en France, la RAI en Italie, mais qui avait aussi une vocation de diffuser les savoirs, la culture, etc. Ce qui fait que sur l'ORTF à 20h30, il y avait les Perses d'Eschyle dans les années 60. Voilà, c'est plus tellement le cas aujourd'hui. Alors, je pense que la télévision, entre-temps, s'est privatisée, a été beaucoup modifiée. Mais quand on se remet dans le contexte de l'époque, c'est absolument sidérant à quel point ça a été un pôle de création avec son langage propre, c'est-à-dire des choses qu'il n'y avait pas forcément au cinéma. On parlait du plateau, du direct, des micro-trottoirs, de tas de choses qui ont été faites à la télévision. Et pour toute une génération de cinéastes qui a traversé une première crise du cinéma dans les années 60 et dans le sillon de la nouvelle vague, années 60-70, la télévision a été un refuge. Hein. Ça a été une sorte de mécène pour beaucoup, avec les personnalités extrêmement importantes qui étaient les directeurs de programme, qui étaient des gens extrêmement cultivés. Ouais. Des gens qui venaient de la littérature, etc., et qui avaient une culture très forte. Ils ont été remplacés par du personnel sorti d'école de commerce dans les années 80, ou de gestion, etc. Mais c'était des vraies figures. Et il y avait notamment à la télévision française des directeurs de collection qui fabriquaient des programmes, confiaient des séries à des cinéastes. Et c'est absolument sidérant. Et on est un petit peu amené aujourd'hui. Alors, il y a eu beaucoup, de la part du cinéma, un réflexe corporatiste d'une part et de protectionnisme intellectuel de l'autre, qui a été de s'opposer à la télévision. Il y a eu la grandeur du cinéma, c'était le grand écran, c'est la phrase de Godard, au cinéma on lève la tête, devant la télévision on baisse les yeux. Bon, aujourd'hui, on est un peu amené à revisiter ça et à se dire qu'il y a eu de la création à la télévision, qu'il y a eu beaucoup de circulation des cinéastes et des artistes de l'un à l'autre, et qu'il faut aujourd'hui faire l'histoire de ça. Rossellini en fait éminemment partie. Et maintenant, il faut défricher ce qui a été la part de création de la télévision. Et je crois qu'elle n'a pas été beaucoup en s'élargissant au fil des années, mais voilà, elle a été là et c'est une histoire à faire. On le fera, je crois que c'est au mois d'avril, hein, si je me rappelle bien, que je vous avais dit. Mois d'avril, on fera une grosse programmation en fait avec un partenariat avec l'INA sur toute cette période. De Berlusconi. Oui. Donc naturellement, pour ceux qui ont regardé un peu les émissions, Arte, c'est le seul espace aujourd'hui qui assume encore, on va dire, une mission non pas de service public, parce qu'il y a des chaînes publiques, mais de recherche. Hein. C'est les derniers restes de cette aventure-là qui a été celle de la télé et qui est une utopie aujourd'hui un peu disparue, malheureusement. Moi, j'aimais beaucoup la 5. On va finir là-dessus. La publicité tous les quarts d'heure, des jeux stupides. C'était Berlusconi, hein. C'était Berlusconi. Hein. Oui, c'était Berlusconi. Ouais. C'était Berlusconi, la 5. Il est 28. On arrête là, si ça. Bon, merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous.